Bonsoir, nous sommes ensemble pour de nouvelles nuits blanches, 2 heures de libre antenne, 2 heures de direct pour se parler, s'écouter, partager des expériences de vie, 2 heures pour se sentir reliés les uns aux autres. C'est sur Europe 1 du lundi au vendredi, avec ce soir Quentin et Asiba pour vous accueillir au standard 39 21, sous l'œil attentif de Vivian Lecuivre qui réalise cette émission. Et vous le savez, à tout moment, vous pouvez intervenir, réagir par SMS au 7 10 25, en n'oubliant pas de mettre le mot nuit avant votre message. Vous pouvez également nous écrire par courriel sur le site europe1.fr. Je vous précise que si vous voulez témoigner ou réagir à un témoignage, vous faites bien le 39 21 choix 1, parce que sinon vous tombez sur mon répondeur et on ne peut pas le consulter pendant l'émission. Asiba et Quentin sont occupés avant tout à vous répondre au téléphone. On va accueillir tout de suite Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors je vous appelle parce que je suis triste. Voilà, donc ça fait à peu près 4 ans et demi que je suis divorcée et donc je vis seule avec ma fille qui a 5 ans et demi. Et donc c'était un divorce assez douloureux et puis c'était une histoire très compliquée avec le papa de ma fille parce que en fait il s'est marié avec moi. On peut dire que c'était un peu pour les papiers, pour avoir les papiers pour pouvoir rester en France. Parce que il était il est originaire du Kosovo. Oui. Et quand je l'avais connu, donc c'était à mon travail et donc à l'époque il avait pas ses papiers et donc je venais juste de commencer un nouveau travail en tant que secrétaire dans une association humanitaire et lui il était simple bénévole et dès l'instant que nous nous sommes rencontrés, pour lui j'étais une proie, voilà. Mais il m'a fait croire, voilà, qu'il voulait sortir avec moi. Enfin bon, voilà, je suis un peu tombée dans le panneau. Tout le monde le voyait, mais bon, moi, oui. Enfin, j'ai cru que, voilà quoi. Et puis après, j'ai eu des sentiments. Enfin voilà, donc ça a été une histoire très compliquée. Et donc par la suite, j'ai divorcé parce qu'il était violent. En plus, il m'avait imposé sa mère à la maison, qui était malade. Il m'a obligée à la faire venir. Et donc, ça se passait pas très bien après parce que il voulait que je sois un petit peu la femme qui fasse tout à la maison, qui s'occupe de sa mère à plein temps. Enfin, oui, c'était trop compliqué. Donc voilà, donc j'ai demandé le divorce. Oui. Et à la suite du divorce, le juge m'a accordé la garde de ma fille. Oui. Et son père donc la voit un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Et également il me verse une pension alimentaire. Et ça il le fait. Donc ça oui. Il y a eu un moment où parce que dès le départ ça l'embêtait, il voulait pas, il n'était pas d'accord. Donc il y a eu un moment qu'il avait arrêté de me verser la pension, donc j'avais été voir l'huissier qui avait fait le nécessaire et donc après ça s'était réglé. Donc après j'avais pas eu de soucis. Mais donc lui par la suite il a refait sa vie, donc il s'est remarqué avec une femme de son pays, il l'a fait venir. Et ça fait 3 ans qu'elle est en France. Ils ont eu un enfant, un petit garçon de 8 mois. Et donc, oui, il y a eu un moment où ça allait. Bon, ma fille, elle allait chez lui, tout ça. Par contre, avec moi... depuis notre divorce, ça se passe pas très bien. Mais là, je suis vraiment inquiète parce que il
il a été voir son avocate parce qu'il voudrait que la situation elle change en fait. Il demande la garde alternée de ma fille. Et puis en plus, il demande l'autorisation de sortie de territoire pour ma fille. Il veut emmener ma fille en vacances dans son pays, au Kosovo. Alors déjà, il voulait le faire. Au moment du divorce, il en avait fait déjà une demande. Voilà, et moi, je m'étais totalement opposée parce que j'avais peur de ne plus revoir ma fille. En plus, sachant que lui, il est, il est pas tendre, quoi. C'est pas, voilà, il oui, j'allais vous demander comment ça se passe avec votre fille. Avec moi Non, avec votre fille. Avec son père. Ça va, il aime sa fille, il aime beaucoup sa fille. Ça, de ce côté-là, ça va. Ça, j'ai pas à me plaindre. Mais c'est plus envers moi. Il me méprise, quoi. On peut pas avoir, on peut pas avoir un sujet de conversation par téléphone concernant notre fille, concernant son éducation. Par exemple, quand j'ai un rendez-vous avec la maîtresse pour que je lui en parle, voilà. Pas possible, tout de suite il me rabaisse, il me dit que sa femme s'occupe mieux de ma fille que moi. Alors je ne vois pas très bien dans ces cas-là comment vous allez pouvoir fonctionner sur le principe de la garde alternée, parce que la garde alternée, il faut vraiment que les parents trouvent un terrain d'entente et s'entendent plutôt bien, puisque l'enfant soit passe une semaine chez l'un ou une semaine chez l'autre, voire la semaine est découpée. Oui. Donc ça veut dire qu'il trouve vraiment un accord, il y a un échange, un dialogue sur tous les principes éducatifs. Or, vu le parcours que vous me décrivez, vu votre histoire conjugale avec cet homme, je ne vois pas comment vous pouvez avoir un échange serein avec lui. Alors, vous lui reconnaissez des qualités de père vis-à-vis de votre petite fille, et tant mieux. Ça, c'est une bonne chose. Mais en revanche, qu'il y ait une garde alternée, ça me paraît compromis. Pour le moment, en tout cas. Oui. Étant donné surtout la façon dont ça s'est passé, parce que j'imagine le juge aux affaires familiales, est-ce qu'il est un peu au courant de votre histoire ? En fait, donc il y avait déjà eu le jugement de divorce, donc je ne sais pas si ça va être le même juge, je ne sais pas du tout, mais il y a votre dossier de toute façon. Ah oui, il y a mon dossier. Il y a votre dossier. Et puis en plus j'ai mon avocat, c'est le même. C'est le même. Bon. Oui, c'est le même. Oui, je préfère que ce soit le même, qu'il soit déjà au courant de toute l'affaire. Non, parce qu'après tout, vous pouvez vous ne pas être d'accord pour cela. Ah, par contre, non, je suis pas du tout d'accord. Ah non. Mais oui, mais c'est bien. Mais vous avez le droit. Mais par contre, j'ai vraiment peur, quoi, que le juge. Par accepter, quoi, sa demande, c'est ça. Je suis oui, pas... mais vous en avez parlé avec votre avocat ? Oui, j'en ai parlé. Alors, il m'a dit donc j'ai eu rendez-vous ce soir, et il m'a dit qu'il fallait que je réunisse des éléments, par exemple des témoignages de mon entourage, de la famille, des amis, attestant que je m'occupe bien de ma fille, et puis aussi que ma fille, parce que ma fille, en fait, elle m'a raconté qu'il lui dit oui, le Kosovo c'est ton pays, parce qu'en plus il est en train de construire une maison là-bas. Donc il lui dit t'auras ta chambre à toi toute seule, et il lui montre des vidéos qu'il a filmées là-bas. De la maison en pleine construction. Donc ma fille, elle arrête pas de nous en parler. Donc oui, ça on va avoir. J'ai pu recueillir des témoignages parce que il y a des amis. Voilà. Mais que craignez-vous ? Parce qu'il y a deux choses. Il y a la garde alternée. Parce que ça paraît un peu contradictoire. S'il demande une garde alternée, j'ai l'impression que vous craignez que en l'amenant au Kosovo, il y reste.
Oui, c'est ça. Mais c'est contradictoire les deux choses, parce qu'à ce moment-là, il n'aurait pas à demander le principe de la garde alternée. Oui, mais... Il amène au Kosovo et il y reste. Oui, mais comment dire... Enfin, je sais pas, j'ai pas confiance. Non, mais je comprends que vous avez peur et je comprends que vous n'ayez pas confiance puisque dès le départ, vous ne l'avez pas vu, mais cet homme vous a floué, vous dites. Oui, oui, oui. Oui, Enfin, vous avez eu ce sentiment-là. Est-ce le cas? C'est vous dites. Est-ce que vous dites selon vous, il n'y a jamais eu de sentiment pour vous? C'était vraiment uniquement pour des papiers. Bah oui, pour moi c'était bon, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a eu quelques sentiments, mais comment dire, enfin il y avait un intérêt derrière, quoi, parce qu'il m'avait dit bah maintenant on va faire venir ma mère et puis c'est comme ça, ça se voyait qu'il avait tout planifié, quoi. Ça se voyait que tout était, et puis mon entourage, je le voyais que c'était pas de l'amour, voilà quoi, c'était et dès le départ c'est vrai qu'il avait on sentait son caractère impulsif, mais pas autant qu'une fois qu'on était mariés, qu'on était installés dans l'appartement, donc on avait repris l'ancien appartement de mes parents, et ben voilà, donc il m'a dit bah c'est comme ça maintenant, ma mère, que tu le veuilles ou non, il faut qu'on la fasse venir, elle va vivre avec nous pour toujours, voilà, parce que je suis le seul fils qu'elle a, donc c'est à moi d'assumer, voilà, alors que pourtant il a deux sœurs qui sont là-bas. Et ça peut être une question culturelle aussi dans le mode de vie. Vous voyez, c'est pas forcément lié au fait que il a abusé de votre confiance. Il aurait peut-être agi de la même façon avec une autre jeune femme que vous, pour le coup. Oui. C'est-à-dire faire en sorte que sa mère aussi ait une meilleure vie. Alors même si pour vous, pour nous, ça nous paraît étrange, vous êtes un tout jeune couple et puis effectivement, vous voyez votre belle-mère débarquer. Je comprends que ça soit difficile à vivre pour vous. Ça, je comprends tout à fait, Stéphanie. Mais vous voyez, c'est pas forcément qu'il abusait de vous à ce moment-là. Lui avait accédé à un mode de vie plus confortable et il avait envie d'en faire bénéficier les siens. Mais néanmoins, il vous l'imposait. Je suis d'accord avec vous. Il ne vous demandait pas votre avis. Alors, maintenant, pour revenir à la situation actuelle, je comprends votre peur et le fait que vous vous dites qu'est-ce qu'il trame puisque vous n'avez pas été dans une relation de confiance avec lui. Donc vous vous dites qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ma fille, c'est-à-dire s'il partait au Kosovo et qu'il ne revenait pas. Mais là où ça paraît un peu, je le répète, contradictoire, c'est de demander à la fois la garde alternée et puis en même temps de demander une extension du droit de visite pour partir, parce qu'après tout, il peut vouloir se rendre dans son pays, il lui reste de la famille, faire construire une maison là-bas, mais il lui reste de la famille là-bas. Bah, là-bas, il a ses sœurs, mais sinon, oui. Donc sa mère, donc elle vit avec eux là en France. Par contre, il a plus son père, il est décédé. Donc il a principalement ses sœurs. Et mais par contre, moi, ce qui m'a choquée, c'est que, comment dire, oui, par exemple, en étant divorcé, on peut, oui, là, je parle d'autre chose. Moi, je me dis, par exemple, quand on est divorcé, on peut demander la garde alternée, mais lui, il a fait, il a fait un courrier par lequel c'est sa femme qui atteste que je m'occupe mal de ma fille. Enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu choquant, quoi. Pourquoi c'est problématique. Et c'est là où, de toute façon, je ne vois pas comment une garde, je le répète, une garde alternée peut se mettre en place. Parce que je vous dis, on n'a pas apporté atteinte à l'image que l'enfant a de l'autre parent. Or là, il s'est remarié avec une autre femme et finalement, c'est malheureusement ce que vous allez devoir faire
par le biais, et c'est ce qui est terrible dans ces histoires de divorce, c'est ce que vous demandent les avocats, c'est des témoignages de la famille, des amis, pour... alors, c'est pas pareil, hein, là on vous demande de témoigner que vous vous occupez bien de votre fille. Lui, et c'est pas très bon ce qu'il a fait, il s'en rend pas compte, mais il fait témoigner sa compagne qui dit, en gros, elle s'occupe mal de sa fille. Oui, ça risque de se retourner contre lui. Ah oui, parce que moi... Parce que ça veut dire, on est dans un climat conflictuel. Ça veut dire qu'au fond, cette dame, qui est la belle-mère, vous dénigre. Comment voulez-vous qu'une enfant de 5 ans et demi puisse être dans un climat comme ça? C'est-à-dire que elle peut pas être à 5 ans et demi se retrouver au sein d'un couple où finalement la belle-mère va dire pique-pendre sur sa maman, dont elle ne peut pas, elle, se défendre. Donc tout ça, en fait, risque de se retourner contre eux. Donc vous, il s'agit plutôt d'avoir des témoignages effectivement positifs par rapport à l'attitude que vous avez vis-à-vis de votre petite fille, de rappeler que votre avocat, ça sera à voir un peu la stratégie que vous avez, dire un peu les conditions dans lesquelles c'est passé peut-être... alors je ne sais pas, parce que votre union dans les premiers temps, vous me dites quand même qu'il y a eu de la violence. Est-ce que... Bon... Alors, il va vous dire ça rentre pas dans le cadre aujourd'hui de ses attributions, parce que le juge aux affaires familiales, lui, il statue sur le droit de garde, sur l'enfant, sur tout ça. Et vous me dites que par rapport à l'enfant, ça se passe bien. Mais vous parlez plus finalement de vos peurs, et il peut tenir compte en disant, pour le moment, je ne sais pas, peut-être que non, l'enfant reste en France. C'est-à-dire, vous la voyez, mais en France. Je ne sais pas, moi je ne suis pas juriste, mais vous ne pouvez que constituer un dossier le plus complet possible. Oui. Et mon avocat m'a dit surtout c'est important, parce que là c'est le 17 mars qui va avoir lieu l'audience, et alors que moi j'avais rendez-vous ce soir, et j'ai apporté que j'avais fait 2 courriers, donc un pour la garde alternée avec mes arguments, et un autre avec la demande d'interdiction de sortie de territoire. Oui, mais ça vous pouvez dire que pour le moment vous n'êtes pas d'accord qu'il sorte du territoire. Ah oui, non, ça, et vous pouvez effectivement l'argumenter après auprès du juge en disant que, comme vous dites, il y a cette histoire de maison, vous dites on parle de chambre pour la petite fille et autres, et bon, que tout ça étant donné, et c'est là que votre histoire conjugale entre en ligne de compte. C'est-à-dire parce que le juge aux affaires familiales va vous dire, écoutez, moi, et c'est là où on peut dire, en fait, vous n'avez pas confiance, et il y a des raisons à cela. Oui. C'est-à-dire que vous n'avez pas confiance parce que, au fond, il y a une maison qui se construit, on lui dit que ça sera sa chambre, on lui dit, cette maison, qu'est-ce que c'est? C'est une maison de vacances, c'est une maison où ils vont vivre. De quoi s'agit-il précisément? On en parle beaucoup finalement à cet enfant, et de fait, vous n'avez pas confiance parce que cet homme avec qui, vous aviez un projet de vie, dans les faits, moins d'1 an après la naissance de votre petite fille, il est parti. Il est parti. En fait, non, c'est moi qui ai demandé le divorce. Oui, enfin, vous êtes parti, il y avait de la violence, vous êtes rendu compte, et en vous demandant si les conditions même de votre rencontre, vous étiez dans une association humanitaire, il avait à ce moment-là besoin de papier, il y avait, tout ça, le juge quand même peut en tenir compte, et votre avocat aussi est là pour vous soutenir. Oui, et ça peut expliquer aussi vos réserves plus que fortes par rapport au fait que vous ne souhaitiez pas que votre enfant sorte du territoire français. Oui, et puis, mais là, c'est vraiment un climat... c'est pour ça que c'est un climat qui n'est pas favorable. Alors, au-delà de ça, à une garde alternée. Et puis en plus, mon avocat, il voulait que je prouve que sa mère, parce qu'en fait, ma fille, quand elle va chez son père, elle partage sa chambre
avec donc sa grand-mère qui est malade, qui a la maladie d'Alzheimer. Il voulait que je prouve que sa mère vit bien avec eux. Mais moi, je lui ai dit, moi, je sais pas comment le prouver. J'ai pas de documents chez moi. Et par exemple, si je vais à la préfecture, ils vont sûrement me dire, c'est des informations confidentielles. Donc voilà, alors que lui, il l'a pas mentionné. Voilà, il est malin. Il a pas, il veut pas que. Bon, en tout cas, vous ne lui faites pas confiance, c'est ça qui revient, et vous avez des raisons pour cela. Donc après, c'est avec l'aide de votre avocat à vraiment constituer un dossier. Vous avez rendez-vous quand avec l'avocat, avec le juge? Donc le 17 mars. Le 17 mars, d'accord, oui. Ça approche. Bon. Donc, oui, écoutez, c'est à votre avocat aussi de bien. Mais il y a quand même des éléments concrets. Hein. Ne pensez pas aussi que le juge sera insensible à votre situation. Oui, hein. c'est ça. On sait très bien qu'il peut y avoir un risque dans des situations comme ça de couple où le couple est en conflit, où il y a eu le juge peut très bien dire, dans le doute, je ne laisse pas l'enfant sortir du territoire. Ça peut arriver. Oui. Dans la mesure où son père peut l'avoir comme il le veut ici. Ouais, parce que donc voilà. Bon, donc travaillez, voyez cela avec l'avocat, hein, Stéphanie. Oui. Mais par contre, il me reçoit souvent, en coup de vent, quoi. Bon. Oui, mais là, il va prendre le temps de vous recevoir davantage parce que s'il doit donner une décision, il va quand même prendre le temps il va falloir qu'il statue là, certainement. Donc, c'est avec votre avocat qu'il faut que vous voyez ça, parce que là, moi, je peux difficilement vous en dire plus. Hein. Je connais pas, je connais le dossier qu'au vu des éléments. Je connais pas le dossier, je connais juste ce que vous m'en dites, et je vous le répète, je ne suis pas juriste. Donc, c'est avec votre avocat. J'entends votre angoisse, mais c'est avec votre avocat qu'il faut travailler pour faire en sorte que votre dossier soit le plus complet possible et que votre avocat plaide votre cause. D'accord. Bon courage. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Des messages qui arrivent au 7 10 25 pour dire j'ai vécu la même situation et je vous apporte tout mon soutien. Patricia qui dit surtout ne donnez jamais d'autorisation de sortie du territoire, car si elle partait au Kosovo et qu'elle ne revienne pas, vous n'auriez aucun recours. Je pense que Stéphanie a bien l'intention de ne pas donner d'autorisation de sortie du territoire. Et puis je vous le rappelle, si vous souhaitez réagir à un témoignage, vous pouvez à tout moment faire le 39 21 choix 1 ensuite, parce que sinon vous tombez sur ma boîte vocale et on ne la consulte pas pendant l'émission. Donc si vous voulez réagir, vraiment 39 21 choix 1. Bonsoir André. Bonsoir. Bonsoir. Oui, comme je disais, j'avais eu le temps d'exposer un peu mon problème et la situation dans laquelle j'avais été pendant toute mon existence, mais je n'ai pas eu le temps. C'était trop tard, c'était coupé à 1h du matin. Je n'ai pas eu le temps de donner la solution que je crorais que je possède. Vous aviez eu Caroline Veil, hein. Oui, sans doute. Et comment dirais-je, mon but, c'était de donner la solution. Or, je n'ai pas pu puisque c'était trop court. Alors, je rappelle rapidement de quoi il s'agit. J'ai été mis en pension à l'âge de 2 jours ou par là, jusqu'à 4 ans et demi, dans un petit bled complètement perdu, où il n'y avait absolument rien. Et ma mère m'a récupéré à 4 ans et demi pour me permettre de faire des études, des choses comme ça. Et je ne connaissais pas du tout mes parents, en fait. J'avais vu ma mère quelques fois pendant le mois d'août, quelques jours. Pour moi, ça a été un traumatisme analogue à un enlèvement. C'est en tout cas comme ça que je l'ai ressenti. Et je pense que de nos jours, ce genre de situation se répète pas mal avec les divorces multiples et les familles recomposées. Donc, j'ai, pendant très longtemps, pas pu avoir de relations véritablement avec des personnes que je rencontrais comme ça dans la rue ou dans le métro, des gens que je ne connaissais pas. Ça se terminait toujours mal, alors que ça avait l'air de bien commencer,
Et pendant longtemps, je me disais, qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Je dois avoir quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Et je n'ai compris qu'à l'âge d'à peu près 55 ans, où le système qui me faisait fonctionner s'est détraqué. Lors d'une rencontre de ce genre, avec une personne, c'était à l'étranger d'ailleurs, j'ai entendu quelqu'un qui parlait à ma place, hein, sans que je puisse intervenir. J'avais beau me dire, mais il ne faut pas que je dise ça, il ne faut pas dire ça. Et la personne continuait à parler à ma place, en fait. Et en fait, c'était, je pense, le Mr. Hyde, hein, du Dr. Jekyll, qui était en train de parler à ma place. Et je suis resté complètement assommé de cette révélation. Mais que voulez-vous dire? Comment? Que voulez-vous dire? C'est un peu obscur pour nous. Eh bien, il y a quelqu'un qui parlait à ma place, hein, et non pas moi. Et j'écoutais, j'entendais ce que cette personne disait. Cette personne, c'était moi, bien sûr. Hein. Mais mon cerveau est en train d'écouter quelqu'un qui parle à ma place et qui s'arrangeait pour faire dégager la personne en question. Je me disais, mais enfin, il ne faut pas que je dise ça. Et je ne pouvais pas l'arrêter. Hein, c'est quelqu'un qui avait pris le pouvoir dans ma tête. Hein. Et que disait cette personne dans votre tête? Elle disait des trucs à peu près sensés qui, en fait, avaient pour but de faire dégager la personne. Hein. À savoir, oui, non, mais je ne pourrais pas, je suis occupé, etc. Enfin, un refus, si vous voulez, des propositions qui m'étaient faites, si je puis dire. Donc, qui s'est terminé, bien sûr, par une éjection de la personne qui est partie, quoi, en fait. Et là, j'ai compris pourquoi j'avais 55 ans. Hein. Pourquoi, jusqu'à cet âge-là, je n'ai jamais pu vraiment conduire une relation, créer une relation, ou même la commencer, en fait. Avec une femme, vous voulez dire? Oui, avec une femme, bien sûr. Oui. Parce que, à un moment donné, quelque chose se passait qui faisait que, eh bien, ce n'est plus moi qui parlais, c'était quelqu'un d'autre. Mais vous vous battiez contre vous-même, en fait. Cette voix, vous saviez bien, donc on comprend bien que vous n'étiez pas délirant, hein, puisque vous dites que vous saviez bien que cette voix, c'était vous, qui étiez en lutte contre vous-même pour faire fuir, au fond, cette femme qui vous faisait comprendre que vous lui plaisiez. Qui représentait pour moi un danger, sans doute. Et bon, j'ai compris que c'était donc moi qui faisait avorter la situation. Et j'ai été complètement sidéré, parce que je suis un scientifique, plutôt chercheur, des trucs comme ça. J'en revenais pas, parce que dans l'histoire du docteur Jekyll, Mr. Hyde, ça m'avait paru une histoire de fou. Jusqu'à ce que ça m'arrive, si je puis dire. Et j'ai donc, pendant quelques temps, dit, bon ben, au fait, après ça, je suis sauvé, puisque je sais de quoi il s'agit. Ça marche plus, mon système. J'ai compris que ça voulait dire que j'avais eu la mémoire coupée dans toutes les situations précédentes. C'est pour ça que je ne comprenais pas ce qui se passait, puisque ça marchait pas, mais je ne savais pas pourquoi. Là, j'ai compris que c'était moi qui faisais que la situation échouait. Et ce qui est étonnant, c'est qu'après, j'ai cherché qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, à un moment donné, il y a quelqu'un qui parle à ma place, mais ce n'était plus le cas. Hein. Les fois suivantes, ce n'a pas été le cas. Seulement, à la place, au lieu de parler, je me suis transformé en statue de sel. Hein, je suis devenu complètement muet, et bien entendu, le résultat était parfois le même. Après quelques tentatives de conversation, la personne s'est dit, bon, ben, c'est pas la peine d'insister, je m'en vais. Hein, ça revenait exactement au même. Bon, là, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Il y a quelque chose qui se déclenche. Et au bout de quelques expériences de ce genre, j'ai compris que c'était lorsque la personne se mettait à faire des sourires. Tant que ça ne marchait pas, hein, parce que souvent à Paris, c'est pas toujours très facile au départ, pour faire une connaissance, ça marchait très bien. Hein. Et puis à un moment donné, ça se terminait par un grand sourire,
Et à ce moment-là, moi, j'étais mort. J'étais transformé en statue de sel parce que ce sourire déclenchait quelque chose. Et ce sourire, en fait, ça me rappelle que c'était le sourire de ma mère. Donc de l'enlèvement. Mais je me souviens de vous, André, aussi. On en avait parlé, de ça. On avait parlé de ça? Ah oui. Oui. Je ne me rappelle pas. Ah si, je me souviens très bien de ça. Vous aviez fait cette interprétation de vous-même. Oui, bon. Alors, ce qu'il y a, c'est que je veux surtout donner une solution, parce que j'en ai inventé des quantités de solutions, du genre un petit cadeau avec le numéro de téléphone. Alors, sourire de l'enlèvement, c'est-à-dire, oui, vous aviez, quand elle est revenue, vous cherchez finalement, puisque vous aviez grandi jusqu'à 4 ans et demi. Je peux dire que je la connaissais pratiquement pas. Vous êtes reparti avec une étrangère. Elle venait vers vous avec un sourire. Mais pour vous, ce sourire, c'était un sourire de mort parce que c'était un sourire qui vous enlevait à ces personnes que vous aimiez tant. J'avais accepté de partir, je crois, parce qu'on m'avait dit on va prendre le train. Et à l'époque, le train, c'était un peu comme les satellites aujourd'hui. Oui, je me souviens très bien. Le problème, c'est que vous n'avez pas pu, après, il y a eu déjà cette déchirure, et que vous n'aviez pas pu créer un lien avec votre mère. Non, jamais. Eh oui. Et, comment dirais-je, comme mon père était pratiquement absent, ça ne marchait pas non plus. Il était trop timide, etc. Donc il y a eu une rupture. Oui. Donc j'ai cherché, moi, les solutions. Ils n'ont jamais fonctionné. Mais il y en a une, c'est qu'au téléphone, ça se passe très bien. Quand il y a un contact par téléphone, après, il n'y a plus de problème. Or, pour ça, il faut que ce soit non pas moi, puisque moi je suis paralysé complètement, qui donne le numéro de téléphone. Ça ne peut être que les partenaires, quand elles se trouvent dans une situation, que ce soit un homme ou une femme, parce que moi je suis un garçon, c'est parce que c'était avec ma mère, mais ça peut être une fille avec son père. Donc, ce qu'il faut, c'est que la personne qui voit que le partenaire là est complètement paralysé, je sais pas quoi, ça doit se voir quand même, c'est de lui mettre le téléphone dans la poche. C'est le seul moyen de s'en sortir. Ah oui, mais André, je me souviens très bien de vous. Alors, je sais pas. En tout cas, moi, je sais que vous aviez été au bout de cette histoire et vous aviez raconté vous aviez déjà mis comme ça votre téléphone dans la poche d'une femme. Mais non, mais moi, j'ai jamais fait. Ça ne peut pas se faire. Je suis paralysé. Quelle aile vous le met? Alors, j'avais mal compris, mais bon. Oui. Mais oui, mais vous comprenez bien que ça peut paraître trop audacieux à certaines. Et puis de toute façon, ça ne s'est jamais produit. Oui, mais je sais. Le sachant, je pense qu'elles peuvent le faire. Le sachant, oui, mais vous n'allez pas passer un appel sur Europe 1, André, en disant voilà, je m'appelle André, j'habite là, et si vous me croisez, surtout glissez-moi votre numéro dans la poche de mon veston. C'est possible, Je pense qu'en reconnaissant la situation, on doit pouvoir dire, il n'y a qu'une solution, c'est... Parce que souvent, elles reviennent plusieurs fois pour voir si ça marche mieux la prochaine fois. Oui, mais André, une fois que vous aurez... supposons que ça se produise... C'est pas pour moi, c'est pas mon problème, je parle des autres. Non, André, alors d'abord, moi j'ai envie de vous dire, vous analysez très très bien votre histoire. C'est incroyable, vraiment, la justesse, la pertinence de votre analyse, et je crois que vous n'avez pas fait d'analyse. Non. Vous avez fait ce travail tout seul. J'ai essayé, mais le psy m'a dit, c'est pas la peine, c'est trop tard. Faites passer les petites annonces, ça marchera bien quand même, etc. quoi. Oui, mais ce qui est... Alors d'abord, je pense qu'il n'est pas trop tard, mais ça montre, c'est vrai qu'il y a certains, malheureusement, thérapeutes qui pensent que passer au-delà d'un certain âge, il n'y a pas lieu de faire un travail de thérapie parce que on peut plus remanier vraiment la personnalité. On la remanie pas profondément. En revanche, quand on est dans une difficulté d'être, on peut travailler dessus, je pense, quel que soit l'âge. Il y a des thérapeutes qui ont cette conception-là. J'en fais partie. Mais par rapport à ce que vous dites, si vous voulez... Même si une femme vous glissez son numéro de téléphone dans votre poche,
vous l'auriez au téléphone, et j'entends bien qu'au téléphone vous seriez à l'aise parce qu'il n'y aurait ni le regard, ni le sourire éventuellement. Mais après, à un moment, Après, il y aurait c'est bien que- la après, rencontre. Ça marche parce qu'après on connaît, si vous voulez. Hein. On connaît la personne à ce moment-là. Hein. Je crois que ça marcherait. Hein. Je ne peux pas vous vérifier puisque je n'ai pas pu le vérifier. Mais jamais, alors à ce moment-là, peut-être que le thérapeute avait raison quand il vous disait les petites annonces. Oui, non, mais c'est pas pour moi que je parle. Hein. Je parle Non, pour mais les gens à qui ça peut arriver. Oui, mais alors, d'accord. Mais les gens, vous avez réagi de cette façon-là face à cette situation donnée de séparation qui a été extrêmement traumatisante. Ça ne veut pas dire pour autant que toute personne réagirait de cette façon-là. De façon identique, sûrement pas, mais Oui. des situations analogues. Hein, parce que moi, je parle du sourire, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être un tic, ça peut être une voix, je ne sais pas. Ça peut être quelque chose d'autre, bien sûr. Mais je trouve que quand vous dites cet autre vous-même qui a surgi à un moment donné, hein, et toute vous dites cette mémoire coupée, vous en parlez très bien. Parce que c'est toute cette mémoire qui était enfouie, qui était dans notre jargon de psy, on dit refoulée, parce que trop douloureuse. Oh, c'est douloureux, c'est même pas ça, puisque je ne me souvenais pas jamais. Ma mémoire était vraiment coupée pendant les incidents, si je puis dire. Oui, mais parce que tout ce qui est... on garde une trace de tout, Oui, mais et un sourire qui est normalement le sourire, c'est l'ouverture à l'autre. C'est ce qui permet cette ouverture. Vous, le sourire vous a glacé. Parce que ce sourire, ça a été le déchirement, ça a été ce qui était, c'était, vous dites, ce sourire de mort. Hein, vous étiez transformé en statue de sel. Oui, par la suite, j'ai eu pas mal d'ennuis, il faut dire, c'est parce que j'ai eu des problèmes, quoi, bien sûr, par la suite. C'est certain. Mais je pense que beaucoup de gens qui pourraient se rappeler ce genre de situation pourraient s'en sortir en donnant un téléphone à la personne, parce que de toute façon, il ne bougerait pas. Hein. Que ce soit un homme ou une femme, hein. Je pense qu'il y en a des quantités dans les situations analogues. Et je parle de sourire, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Hein. C'est un truc qui a été relevé au moment de l'opération. Tout à fait. Ça peut être effectivement un sourire, ça peut être un regard, ça peut être une attitude, ça peut être une odeur, ça peut être quelque chose qui, à un moment, va faire écho à cette mémoire inconsciente. Vous êtes tellement, enfin, il y a des choses très très fortes dans votre témoignage, André, au point que le subversif dit, vous qui êtes un maître vous intéressez plutôt à la partie scientifique et qui avait été très troublé, pour ne pas dire perturbé, par finalement ces révélations comme ça, ce qui est sidéré. Il dit, la science molle de la psychanalyse est faite pour vous réconcilier avec vous-même. Voilà qui vous sourira, et bien cette fois-ci. Oui. Et c'est là où je trouve dommage la réaction du thérapeute que vous avez vue. Le fait de dire il est trop tard, parce que je pense qu'il est jamais trop tard pour se réconcilier avec soi, pour être mieux. Bien, d'accord. En tout cas, j'espère que ça aidera peut-être quelqu'un. Oui. Parce que... J'aimerais que ça vous aide vous déjà. Mais merci. Merci André de ce témoignage. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Gigi. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes tombée amoureuse d'un garçon, je crois. Oui. Que vous voyez à l'arrêt de bus. Oui. Depuis 3 ans. Oui. Bon, vous avez 16 ans. Pardon ? Vous avez 16 ans. Oui, oui. Va falloir m'en dire un petit peu plus, Gigi. Je vois que vous êtes intimidée. Je comprends, c'est un peu difficile de passer à l'antenne, mais... Alors ça va... Alors, donc depuis l'âge de 13 ans, vous voyez ce garçon. Il a le même âge que vous ? J'en sais rien du tout, je sais pas. À peu près.
C'est-à-dire, il vous paraît plus âgé, plus... Non, pas trop. Non, non. Pas trop. Mhm. Vous le voyez régulièrement? Non, c'est toujours que vers le mois de... Enfin, vers le printemps et l'été, quoi. Vous pouvez parler bien dans le combiné, parce que là, on entend vraiment pas. Ah, pardon. On vous entend mal, Gigi. Il faudrait vraiment parler dans le combiné, ou je sais pas, mais la liaison est pas bonne du tout. Ah, désolée. Ouais. Vous entendez? Un peu mieux. D'accord. C'est vers... qu'est-ce que c'est vers... On se voit toujours... je vois toujours vers le mois de... Enfin, pardon. Vers le printemps et l'été, toujours vers... Ah ben, Pardon? il prend le bus qu'au printemps et à l'été, ce garçon? Je sais pas. Il a une vie... Ouais. C'est curieux, parce qu'en général, on a un trajet de bus un peu régulier, non? Si, mais on prend le même bus, c'est ça? Oui, ça j'ai compris, mais c'est curieux de prendre le bus que... L'hiver, il a un autre moyen de transport, quoi. Je sais pas. Donc là, vous êtes contente, le printemps arrive, vous allez le revoir. Enfin, j'espère, parce que je sais pas s'il sera là, s'il sera pas là. Et donc, j'angoisse un peu de savoir que s'il est pas là, je sais pas comment je serai. Et c'est assez difficile, quoi. Donc vous ne l'avez pas revu, là. Vous attendez, l'hiver vous a paru long. Oui. Je vous rassure, à nous tous, mais pour d'autres raisons. Hein. Pas parce qu'on attend ce garçon à l'arrêt de bus, mais parce qu'on en a marre un peu du froid, des journées un peu grises, quoi qu'il a fait beau, là. Mais alors il va réapparaître, là, comme les hirondelles, et vous vous demandez un peu, vous vous dites, cette année, il faut que je me lance? Oui. Bah oui, Gigi, vous attendez quoi? J'ai pas très bien compris votre question. Bah, elle est claire pourtant. Vous attendez quoi pour vous lancer? Je sais pas trop, en fait. J'ai peur de sa réaction d'abord, tout d'abord. Après, je sais pas ce qu'il peut penser, parce qu'en général, parce que les seules choses, quand je me dis c'est bonjour, enfin, merci, ou des choses comme ça. Et à chaque fois, il était toujours très gentil, souriant, et donc, voilà. Donc vous lui avez parlé un petit peu en lui disant 2-3 petites choses. Déjà, vous lui avez dit bonjour. Oui. Bon. Ben, c'est déjà un début. Et en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est parce qu'en fait, une fois, je partais en cours. J'étais avec une copine et lui aussi était avec un de ses copains. Et donc, quand on descendait l'arrêt, il a laissé passer ma copine. Et au moment où j'ai passé, il n'avait pas besoin de me dire, mais il a dit « Allez-y, souriez ». Je vous entends vraiment mal, Gigi. C'est vraiment c'est embêtant, mais j'ai entendu. Il souriait, oui, en vous croisant, c'est ça? Il a souri parce qu'il a vu que vous étiez là. Ouais, je pense que c'est ça. Enfin, il m'a dit... Bougez un petit peu. Vous appelez avec un portable? Oui. Essayez de bouger un peu parce que vraiment c'est très sourd comme son et du coup ça rend les choses très compliquées, quoi. Pardon. Donc essayez de bouger un peu, qu'on voir si on vous entend mieux, parce que là faut vraiment tendre l'oreille, hein, et on est à la radio donc c'est quand même un peu compliqué. Allez-y, parlez-moi. Je disais donc une fois, c'était... Voilà, c'est mieux là. On sortait du bus. J'étais avec une de mes copines. Il a laissé passer. Il n'a rien dit au moment où c'était moi qui passais. Enfin, je trouve qu'il n'avait pas besoin de dire. Il m'a dit allez-y, en souriant. C'était... Voilà quoi. Ben, je sais pas, après dans le bus justement, ça peut être une façon. Il est seul, il est avec des amis quand il prend le bus? Non, il est toujours seul, enfin, à part la dernière fois que je l'ai vu. Bon, vous pouvez, s'il est seul, c'est plus pratique pour vous, pour l'aborder, ne serait-ce qu'en lui disant que ça vous fait plaisir de le revoir, que pourquoi pas lui dire? Oui, mais
suis vraiment très timide. Oui, ça j'ai cru comprendre. J'ai cru comprendre, mais en même temps, si vous vous lancez pas, il va se passer encore 3 ans de plus. Hein. Je sais. C'est un peu dommage ou je sais pas lui dire engager la conversation parce que quand vous attendez le bus, c'est un moyen d'engager un peu la conversation ou lui demander même en lui disant bonjour et lui dire que ça lui dire que ça fait plaisir de le revoir parce que finalement c'est étonnant quelqu'un qui prend le bus qu'au printemps et qu'au printemps que vous l'avez pas vu de tout l'hiver. C'est une façon d'engager la conversation. Normalement, les gens ils ont un trajet régulier, ils prennent le bus tous les jours ou bon, lui c'est un peu original. Ouais. Et souvent, la conversation, ça peut s'engager sur des banalités au départ, Gigi. Mais c'est une façon de lier connaissance. D'accord. Parce que vous êtes tellement, il vous plaît tellement, ce garçon, que vous vous sentez paralysé quand vous le voyez. Ou vous pouvez avoir le sentiment que ça se voit sur votre visage que vous êtes amoureuse de lui. Mais lui, il le voit pas, ça. Vous n'êtes pas transparente à ses yeux. Il ne peut pas deviner. Je sais bien. Donc, justement, quand vous allez le revoir, vous lui avez déjà dit bonjour. Alors après, au lieu de dire bonjour avec un petit sourire et puis après de vous replier là comme une petite souris, vous lui dire que ça, vous êtes content, ça vous fait plaisir de le revoir. C'est pas lui dire que je suis amoureuse de toi. Hein. Il y a quand même une grande différence. Il lit pas en vous comme dans un livre ouvert. Souvent, on croit dans ces cas-là, quand on est amoureux, que l'autre voit en nous. Mais c'est pas vrai. Et puis vous pouvez lui dire, c'est curieux de prendre le bus qu'au printemps. Et comme ça lui montre quand même que vous avez remarqué. Ça lui donne un petit indice. Oui. Mais pour autant, vous lui faites pas une déclaration d'amour, vous jetez pas à son cou. Donc quand vous me dites, qu'est-ce qu'il va penser, vous n'êtes pas en train de lui dire, j'en peux plus, je serais dingue de toi, hein. Non. L'honneur reste sauf, hein, Gigi. Oui. Donc il vaut mieux un peu se lancer que de rester comme ça dans cette frustration à se dire comme on dit, il vaut mieux des remords que des regrets, de dire je l'ai pas fait, je l'ai pas tenté, et même après vous pouvez être fier de vous, dire ça y est, j'ai enfin osé aborder ce garçon. Ouais. Vous voyez, même quand il y a Brigitte qui dit on peut commencer par des banalités, genre le temps qu'il fait, hein. Non mais ça commence parfois sur des choses comme ça, dire il fait pas chaud aujourd'hui, mais quand on attend le bus, ça peut démarrer sur des choses un peu plates comme ça. Hein. La météo, s'il y avait pas la météo, parfois on serait bien ennuyé pour parler comme ça dans la rue avec des inconnus. Hein. Oui. Ça aide. Bon, alors là, vous l'avez pas vu depuis, vous l'attendez, ça fait bientôt 1 an. Bon, ça fait 1 an, donc je pense, essayer d'aborder autrement, mais mais commencer par des choses. Vous n'allez pas vous lancer dans une déclaration époustouflante. Hein. C'est ça, vous avez peut-être trop envie d'être extraordinaire. Non, il faut que vous pouvez commencer. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, toujours un paquet de gâteaux sur vous, ou des paquets de bonbons, ou un truc, vous voyez, des friandises, des trucs comme ça. J'ose pas dire, mais enfin, des trucs des petits trucs à grignoter à l'arrêt de bus. Et vous avez toujours un truc comme ça dans votre sac. Et le jour où vous le voyez, vous sortez votre paquet, vous le grignotez et vous lui en proposez. Vous dites, tiens, tu en veux Vous lui proposez, c'est une façon d'entrer en matière. Dire, en relation avec lui. Vous lui proposez des trucs de bonbons, des choses comme ça. Et là, vous lui chantez,
je vous apporte, c'est des bonbons. Hein, non, c'est pas de sa génération, il dirait, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est bizarre, celle-là. Bon, allez, vous me racontez, d'accord? D'accord. Allez, je vous embrasse. Au revoir, Gigi. Merci. Au Au revoir. Vous vous êtes peut-être retrouvé devant un écran noir de télévision à minuit et désœuvré, vous avez alors allumé votre transistor et vous voici sur Europe 1. Pas de panique, votre télé n'a pas implosé, c'est juste le passage au numérique. Il vous reste quelques jours pour vous procurer le petit boîtier magique et tout redeviendra comme avant. Alors si vous ne connaissez pas l'émission, bienvenue. C'est une libre antenne où vous pouvez parler de tout ce qui fait votre vie, dialoguer avec d'autres auditeurs qui se sentent proches de ce que vous avez vécu. Le numéro du standard pour témoigner ou pour réagir à un témoignage, le 39 21, choix 1, et vous pouvez également le faire par mail sur le site europe1.fr ou par SMS au 7 10 25 en commençant votre message par le mot nuit. Et des messages justement qui arrivent pour Gigi, cette jeune fille qui est amoureuse comme ça en secret depuis 3 ans d'un garçon qu'elle croise à l'arrêt de bus. Alors ce garçon est un peu énigmatique parce qu'il prend le bus seulement au printemps et en été, je ne sais pas, est-ce qu'il hiberne en l'hiver, je ne sais pas, un peu étrange, mais justement les garçons mystérieux, ça plaît toujours beaucoup aux jeunes filles. Hein. Quelqu'un me dit, elle était Mimi cette jeune fille, c'est le bel âge, l'âge de la tendresse et des rêves, belle vie à elle. Il y a j'avais oublié que encore avec cette session vos messages de 23h à minuit sont effacés, donc et j'ai pas eu le temps de les lire avant le journal de minuit. Bon, enfin demain j'ai une session pour tout vous dire, une session de formation. Ça va être piqué des hannetons là pour le monsieur qui vient me briefer, mais enfin ça tient pas à moi, hein. C'est pas moi qui supprime le message entre 23h et minuit. On va faire en sorte que vos messages restent présents. Il y avait non, je m'en souviens plus. J'ai vraiment une mémoire de hanneton en ce moment. Hein. C'est la fatigue. C'est vraiment la fatigue. Il y avait des messages d'encouragement et puis des messages assez drôles, mais je ne m'en souviens plus. Désolée. Bon, on va faire en sorte que, je vous assure, on va avoir les messages pendant de 23h à 1h, qu'on puisse les lire comme ça et que je puisse y revenir. Allez, on va accueillir Alex. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. D'abord, je voulais vous dire que je vous aimais beaucoup. Merci. Que je vous suis Merci. depuis une dizaine d'années. Je vous avais déjà appelé en 2000. Oui. Et puis en fait, voilà, j'appelle parce que j'ai des problèmes un petit peu psychologiques. C'est-à-dire que j'ai été hospitalisé plusieurs fois en psychiatrie. Oui. J'ai été pendant 6 mois dans un centre spécial pour les jeunes, en fait, parce que j'ai 27 ans. Oui. Et en ce moment, je me pose la question, est-ce que je dois y retourner ou pas, sachant que je fais des études de médecine, je suis en 4e année, et puis en fait, je me demande,
est-ce que ça vaut le coup, je continue ou pas, est-ce que ça vaut le coup. Et puis je vous avais laissé un message comme quoi éventuellement je voulais faire des études de psychiatrie, mais je sais pas si c'est très approprié en tant que psychiatrique entre guillemets quoi. Écoutez, pourquoi pas? Ça, rien n'est définitif pour le moment. C'est-à-dire que actuellement vous êtes en souffrance. Vous êtes bon. Mais ça ne vous empêche pas de faire des études, d'avancer dans votre vie. Donc après, que vous ayez envie de vous destiner à la psychiatrie, c'est-à-dire que là, il sera important de savoir si, au fond, les raisons véritables de votre choix. Hein. Oui, c'est toujours compliqué de comprendre ce qui pousse vers telle profession. Donc déjà, vous avez choisi la médecine, c'est-à-dire soigner. Hein. Oui. Et après, à l'intérieur de la discipline qui serait éventuellement la psychiatrie. Oui. Donc, or, vous êtes dans une souffrance personnelle. Donc peut-être que j'ai beaucoup d'idées noires et puis voilà. Alors si vous voulez, est-ce que c'est après il serait important de comprendre si c'est parce que vous avez pour le moment c'est vous qu'il faut soigner. Oui, qu'il faut soigner et donc il faut donner du sens à cette souffrance qui vous habite. Et bon, après peut-être que une fois que vous aurez donné du sens à cette souffrance, que vous en serez libéré, peut-être que l'envie, le désir de faire de la psychiatrie et d'aider les autres sera toujours présent. Peut-être pas. Peut-être que vous vous destinerez vers une autre spécialité parce qu'à ce moment-là, ça aura moins de sens. Vous voyez, je pense que aujourd'hui, c'est compliqué pour vous de faire le choix de votre spécialité parce que vous êtes dans une période où ça ne va pas bien. Mais est-ce que vous devez faire le choix c'est pas encore maintenant que vous devez faire le choix. Dans 2 ans et demi. Donc ça vous laisse le temps, vous déjà. Mais en fait, je me demande parce que j'ai été hospitalisé pendant 6 mois dans un institut pour des jeunes, quoi. Oui. Et en fait, j'ai hésité à y retourner ou pas, sachant que ça remettrait en cause mes études, enfin entre guillemets, parce que je pourrais redoubler quand même, mais je me sens en telle souffrance que je me dis que bon, ça serait peut-être une bonne solution quand même, quoi. Actuellement, vous avez des idées noires ? Oui, j'ai beaucoup d'idées noires, oui. Mais des idées... quotidiennes, quoi, ouais. Quotidiennes. Permanentes. Et comment êtes-vous... Est-ce que vous continuez à avoir une prise en charge ? Oui, je vois une psychiatre toutes les semaines. Mais bon, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je la vois, donc j'ai l'impression que ça patauge un petit peu. Et en même temps, c'est un psychiatre, donc je me dis, changer de psychiatre, c'est peut-être pas la bonne solution, parce que je pense que c'est une bonne psychiatre pour moi, parce qu'elle me correspond, parce que c'est pas évident de trouver un psychiatre qui nous correspond. Et je sais pas, même elle me dit qu'elle est impuissante, quoi. Donc c'est ça qui me fait peur aussi, c'est que... Ah ça, c'est très embêtant, oui. Personne ne peut m'aider, en fait. Si elle vous dit qu'elle est impuissante, oui, ça je comprends que vous vous sentiez très très désemparé. Oui, parce qu'en fait... À quel moment vous a-t-elle dit ça ? Plusieurs fois. En fait, j'ai l'impression qu'elle me... Je vais dire qu'elle me gronde, c'est pas le mot, mais qu'elle me fait des reproches à chaque fois, que bon, parce que j'ai un problème d'alcool aussi, et elle me dit qu'elle me reproche de boire, elle me reproche de beaucoup de choses. Donc je pense pas que ça soit sa démarche de me reprocher des choses, mais c'est comme ça que je le perçois. Alors c'est différent. Oui. Oui, parce que vous la voyez un peu comme une mère qui gronderait, qui punit, enfin pas qui punit, mais qui a un regard réprobateur sur vous. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, j'ai l'impression que vous me preniez comme une mère, quoi. C'est tout à fait ça. Vous avez raison. Je suis dans une relation un petit peu passive-dépendante, enfin dépendant, quoi, par rapport à elle. Un petit peu l'enfant qui se fait gronder, et puis en fait ça avance pas, quoi. Quand elle vous parle d'impuissance, c'est-à-dire que si vous avez des traitements, actuellement des médicaments
du type peut-être antidépresseur. Bah, j'en ai plein, oui. Bon, antidépresseurs, anxiolytiques, Oui, tout à fait. et que parallèlement à cela, vous consommez de l'alcool. Oui, elle est dans vous la mettez, elle, dans une situation d'impuissance, et vous le savez. Oui, parce que toute la semaine, elle me dit oui, il faut que vous arrêtiez de boire et tout, mais moi je continue à boire. Et puis... Donc ça, bon, là c'est différent. Vous voyez, c'est pas je suis impuissante à vous aider. C'est-à-dire qu'elle est impuissante à vous aider si vous n'avez pas réellement un désir, à un moment aussi, d'être dans quelque chose qui va vouloir aller de l'avant. C'est-à-dire que, évidemment, si elle vous aide à vous aider, mais bon, à un moment, vous pouvez aussi court-circuiter cela. C'est pas la même chose que de dire je suis impuissante à vous aider. Oui. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Avec elle, donc, vous voyez cette psychiatre qui vous prescrit un traitement, mais avec lequel vous faites avec qui vous faites une thérapie ? Oui, je la vois, une thérapie de soutien, quoi. De soutien. Oui. Mm-hmm. Je la vois à peu près une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Hein. Je la vois assez fréquemment, depuis une dizaine d'années, quoi. Mm-hmm. Par rapport à l'hospitalisation, qu'est-ce qu'elle dit ? J'en ai pas parlé, parce que là, c'est une décision récente. Parce que là, j'étais dans mes études là, de médecine, qui me plaisait beaucoup. Et là, j'ai tellement d'idées noires que ça me submerge, quoi. Moi, je pense, Alex, que si vous êtes submergé par des idées noires et que vous avez quand même un traitement, d'après ce que je comprends, assez lourd sur un plan médical, et que vous n'arrivez pas à arrêter la consommation d'alcool, l'hospitalisation s'avère peut-être nécessaire. Hein. Elle sera peut-être pas aussi longue que celle que vous avez eue. Oui. Vous voyez, vous dites à un moment que vous étiez resté 6 mois la première fois, ça ne veut pas dire toutes les hospitalisations ne se ressemblent pas. Oui. Et justement, plus vous prenez aussi en considération tôt vos difficultés, moins vous les laissez s'aggraver. Mais si vous êtes submergé par vraiment des idées noires et par une impossibilité à arrêter votre consommation d'alcool, et il est clair, vous le savez très bien, que votre traitement médical plus la consommation d'alcool aggrave. Ça va pas ensemble. Évidemment que ça ne va pas ensemble, et ça accentue vos idées noires. Oui, oui, je sais bien. Ça les accentue, donc c'est un cercle vicieux. Donc le fait d'être hospitalisé peut vous permettre d'être dans un endroit où vous allez être un peu protégé, un peu protégé de vous-même. Oui, c'est ce qui s'était passé la première fois. De toute façon, à un moment, vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir continuer à suivre vos cours. Non, c'est déjà le cas. C'est pour ça que je me dis à quoi bon continuer cette année. Je me dis que ça serait peut-être mieux que je redouble et puis que je prenne soin de moi, quoi. Oui, il y a une priorité. Ouais. La priorité, c'est effectivement vous. Ouais. Votre état de santé psychique, là. Une année de perdu, c'est rien dans une vie. Ouais. Vraiment. Mais bon, j'ai déjà 27 ans, puis ça fait oui, plusieurs... c'est vrai, mais bon, vous avez passé les années les plus dures en médecine. Ouais. Donc, de toute façon, là, vous êtes dans une spirale qui fait que vous ne pouvez plus, où vous y allez, mais vous n'arrivez pas bien à vous concentrer, vous êtes mal, bon. Donc, plus ça va aller, plus à un moment, vous allez peut-être y aller vraiment, parce que ça sera l'ultime recours, l'hospitalisation, alors que là, vous pouvez demander de vous-même à être hospitalisé. Et justement, vous le savez, plus on intervient tôt, meilleures sont les chances de ressortir mieux. Ouais. Et justement, c'est aussi un signe de maturité, de dire je vais pas bien et je vous demande de l'aide. Oui, parce que j'ai 27 ans, ça fait depuis que j'ai 14 ans que je suis en psychiatrie, quoi. Donc je connais bien
je connais bien le sujet et puis je sais que là je suis lucide, je sais qu'en ce moment j'en ai besoin. C'est plutôt par rapport à mes parents de me dire ça va les décevoir et tout, mais bon, j'arrive pas à me décrocher de ça. Parce qu'en fait, j'ai 27 ans, j'habite toujours chez mes parents parce que à cause de mes difficultés, ils m'ont ramené chez mes parents. Et en fait, si avec moi, j'irais en hospitalisation, mais par rapport à mes parents, ça me gêne en fait qu'ils mettent tellement d'espoir pour eux si je réussis mes études, si je réussis ma vie. Et c'est ça qui est difficile, c'est de leur dire, est-ce que je vais pas bien, est-ce que ce serait pas mal que j'aille dans l'institut en question. Si avec moi j'irais, mais en fait c'est par rapport à mes parents, je me dis comment ils vont le prendre, quoi. C'est peut-être à tout cela qu'il faudrait réfléchir aussi, Alex. C'est tout ce poids qui pèse, toutes ces attentes aussi qui ont pesé sur vous. Tout cet idéal de vous-même et cette déchirure qu'il y a entre cet idéal de vous-même et cette réalisation de vous-même et au fond, alors que vous êtes quelqu'un de bien et quelqu'un de valeur, même si vous êtes en souffrance, parce que pour vos parents, me dites-vous, si vous réussissez vos études, vous réussissez votre vie. Voilà, tout à fait. Ben oui, mais justement, vous pouvez. L'important, c'est que vous parveniez déjà à être moins en souffrance et à être un peu plus allégé de tout cela et à parvenir à être un peu moins sous pression. Or, finalement, vous avez tellement peur de les décevoir que vous seriez prêt à continuer comme un vaillant petit soldat, quitte à couler. Oui, donc malgré des idées noires qui vous submergent, eh bien tant pis, il faut continuer coûte que coûte. Ouais. Alors c'est peut-être aussi cette pression qui repose sur vous, où il faut tenir coûte que coûte, ne pas décevoir, à laquelle il faudrait un peu réfléchir et travailler. J'ai le droit dans le mur, quoi. Donc la priorité, c'est déjà que vous alliez mieux. Ouais, donc je pense que... Et vous pouvez tout à fait être quelqu'un de valeur et de quelqu'un de tout à fait estimable, même si vous ne réussissez pas dans vos études ou si vous prenez plus de temps dans vos études, 1 année, 2 années dans une vie. Oui, sur une vie, c'est rien. Après, c'est plus par rapport à mes parents, quoi. Mais bon, Oui, mais on sent à quel point vous avez peur de décevoir vos parents et finalement cette crainte de les décevoir fait que vous n'arrivez pas à vous soigner. Peine, en fait, parce qu'ils s'inquiètent pour moi. Moi, je m'inquiète du fait qu'ils s'inquiètent. Donc en fait, on ne s'en sort pas, quoi. Oui, mais peut-être que justement, vous, c'est important que vous travailliez sur vous-même et essayez d'arriver à vous détacher un peu de cette image idéale que vous avez un peu de vous-même et qu'on a dû faire peser sur vous. Et puis, il serait certainement important aussi que vos parents réfléchissent à la relation qu'ils ont avec vous et sans le savoir ou sans le vouloir, aux attentes peut-être trop fortes qu'ils ont fait peser sur vous. D'accord. Parce que la priorité, c'est que vous alliez mieux. Ouais. Et là, d'ailleurs, je me pose une question parce que vous me parlez de thérapie de soutien depuis... vous n'avez pas fait un travail plus en profondeur, oui, plus analytique? Non, j'ai pas fait ça. Pourquoi? Ça ne vous a jamais été proposé? Non, parce qu'en fait, ma psychiatre, elle le fait, mais... elle le fait avec d'autres patients, je veux dire. Parce qu'il y a un divan chez elle, donc je sais qu'elle le fait, mais elle m'a jamais proposé. D'accord. Et je sais pas, parce que j'ai pas eu de traumatisme dans mon enfance, j'ai pas eu de traumatisme majeur, quoi, si vous voulez. Oui, mais vous savez, on pense toujours que pour
ça fait partie des idées reçues et qui ajoutent à la culpabilité de dire je comprends pas pourquoi les personnes disent j'ai pas de raison finalement de souffrir autant. Ça ajoute à la dévalorisation qu'ils ont d'eux-mêmes, souvent en disant j'ai pas eu de traumatisme, comme vous le dites, majeur dans mon enfance et pourtant je souffre au point de vouloir mourir parfois. Oui, parce que alors que d'autres personnes qui ont eu de fait des traumatismes parfois majeurs avancent, s'en sortent. Bon, donc tout ça n'est pas lié aux faits en eux-mêmes, mais à la façon dont on les vit, on les ressent et si vous voulez, une répétition de faits apparemment mineurs, apparemment anodins, mais répétés continuellement sur un nombre d'années, de difficultés relationnelles, voire peut, à la longue, créer d'énormes fragilités. Et puis, il y a la personnalité de chacun. Et c'est vrai que nous ne sommes pas égaux devant les difficultés de la vie, de la même façon que nous ne sommes pas égaux devant la maladie physique. Bon. Mais je vous dis, c'est parfois, on croit toujours qu'il faut un grand traumatisme. Et alors là, un grand traumatisme justifierait vraiment la souffrance psychique. Non, pas forcément. On peut être extrêmement en souffrance parce qu'il y a eu quelque chose, il y a eu des choses qui ont été mal vécues, mais ça peut être des choses qui, à première vue, je dis bien à première vue, peuvent paraître aux yeux de tout un chacun des événements de vie ordinaires, entre guillemets. Mais derrière l'ordinaire, en tant que psy, on sait que ça cache bien des blessures et bien des souffrances. Ouais. Bon. Donc, vous savez, il y a bien des drames intimes, bien des qui se jouent derrière les façades des maisons. Hein. Ouais. Bon. Donc, sans énormes traumatismes. Bon. Donc, l'important, c'est de cette souffrance que vous portez, elle a un sens et il faut pouvoir vraiment l'élaborer. C'est ça qui pose problème. En même temps, ça veut dire qu'il faut aussi que vous mettiez, vous, à l'ouvrage, Alex. Ouais. Parce qu'il y a une partie de vous qui résiste aussi à ça. Ben oui. Parce qu'en fait, là, en ce moment, je suis alcoolique, je suis déprimé, je suis suicidaire. Il y a beaucoup de choses qui font que je résiste. Mais au fond de moi, j'ai quand même sinon je l'appellerais pas, je veux dire, j'ai la volonté de m'en sortir. Mais c'est pas évident, quoi. Donc, En tout cas, le subversif vous dit c'est votre intérêt thérapeutique à l'égard de la psychiatrie, c'est surtout une interpellation que vous vous adressez à vous-même. Ben oui, c'est vous, et c'est votre personne que vous aidez au fond. Ouais, je sais bien. Donc Lali qui dit il faut d'abord penser à vous et prendre soin de vous. Et puis Eridan qui dit en vous écoutant j'ai un sentiment mais c'est plutôt un instinct. Je me demande si vous devriez pas plutôt travailler dans le domaine social plutôt que psychiatrique. Ça vous permettrait de vous réconcilier avec vous-même. Mais je précise que vous êtes quand même en 4e année de médecine. Hein, donc voilà. Bon. Vous verrez bien le parcours, vous n'en êtes pas là pour le moment, vous êtes en 4e année de médecine, vous verrez comment se fait votre spécialité. Mais je veux dire, par rapport à la réhospitalisation, vous êtes pas contre, quoi. Enfin... Écoutez, moi, je ne suis pas votre médecin, ce n'est pas moi qui suis chargée de votre prise en charge. J'écoute simplement ce que vous me dites et vous me parlez d'idées noires quand même très importantes, très envahissantes. Du fait que vous consommez beaucoup d'alcool et surtout le fait que les idées noires sont très envahissantes. Donc peut-être que
être hospitalisé, si la seule chose qui vous retient, c'est la crainte de décevoir vos parents, j'ai envie de dire, pour vos parents, il vaut mieux que vous soyez protégés de vous-même plutôt qu'à un moment, les idées noires prennent les dessus, que vous ne puissiez plus les contrôler et que finalement, vous passiez à l'acte. Vos parents, ce qui compte, c'est que vous soyez en vie, Alex. Bon, alors après, peut-être que vous avez une image de vous mettez la barre trop haut. Parce que encore une fois, on peut réussir sa vie. Au-delà réussir sa vie, il y a différentes façons de réussir sa vie. Pour le moment, c'est qu'il faudrait que vous soyez moins malheureux. Bon, que vous ne l'êtes. Je parle pas d'être heureux, parce que être heureux, on n'est pas heureux tout le temps. Mais en tout cas, ne plus avoir cette souffrance comme ça qui vous oppresse et que vous dissimulez avec l'alcool, avec tout ça. Donc voilà. Bon, bah, je vous remercie, Caroline. Je vous en prie, Alex. Et puis je vous aime beaucoup, et puis à bientôt. Voilà, donnez-moi de vos nouvelles. Au revoir, Alex. Merci. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Un petit message qui arrive. C'est pas vrai, j'ai fait une fausse manip. C'est pas vrai. Vivement que le monsieur vienne. Bon, écoutez, j'ai voulu valider un message du Foot Bassan qui me disait où que tu sois, qui que tu sois, si tu m'aimes en secret depuis 3 ans, surtout, dis-le-moi. Voilà, c'était signé le Foot Bassan, mais ça a annulé tous les autres, je crois, à moins que Vivian vienne faire un petit tour dans le studio pour essayer de me les remettre sur pied. Ouais, il faut que je m'y fasse à cette nouvelle session, que voulez-vous. Allez, on va accueillir Sarah qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Sarah. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir tous les auditeurs. Voilà, je vous appelle parce que, en fait, la fois dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Il faudrait m'en dire un petit peu plus. J'ai une bonne mémoire, mais bon. D'accord. C'était par rapport à mon beau-père que j'avais du mal qu'il ne soit plus là. Oui. Oui, que j'avais beaucoup pleuré parce que voilà quoi. Parce qu'il me manquait énormément et en fait, je vous avais expliqué un petit peu mon histoire, un petit peu, on va dire, parce que mon histoire elle est tellement grande. Je vous avais eu c'était en toute fin d'émission, hein. Oui, voilà. Oui, alors votre beau-père, c'était le mari de votre mère. Oui, j'ai toujours été très proche de lui. Vraiment. Oui, je me ça y est. Oui, je me souviens de vous. En fait, vous étiez beaucoup plus proche de lui, de ce monsieur, que de votre mère, et vous étiez complètement bouleversée. Ah oui, complètement. Ça fait plaisir de vous entendre aujourd'hui parce que vous avez vraiment une meilleure voix. Hein. Vous étiez quand je vous avais eu en ligne. Écoutez, ça fait 2 jours, je vois une psychiatre et ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de pleurer tout ce que j'avais. 2 ans? Ça fait 12 jours, pardon. Ah, 12 jours, d'accord. Oh, pardon, excusez-moi, parce que j'ai tellement l'habitude de parler en arabe que le français, je le confonds un peu. Mais écoutez, je vous dirais bien, allez-y, mais simplement, pour moi, j'ai pas de traducteur, hein, Sarah. Non, c'est que j'ai du mal, en fait, des fois. D'accord. Non, ça fait 2 jours. Oui. Ça fait 2 jours. Et ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait du bien. Vous avez pu vraiment dire tout ce que vous aviez sur le cœur. Toute la haine que j'avais en moi. Ouais. Toute la haine. La haine vis-à-vis de votre... C'est surtout envers ma mère. Oui. C'est surtout envers elle, quoi. Je lui en veux tellement jusqu'à maintenant. Et puis, en fait, je comprends pas. Alors, du maintenant... Alors d'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi elle m'a tellement repoussée. Moi, je pense, en fait, en même temps, je fais un petit peu le canard, parce que je pense aussi, en même temps, elle n'a pas accepté mon handicap, parce que je suis devenue non-voyante. Je suis devenue non-voyante à l'âge de 20 ans. Et ça a été très dur pour moi. Ça a été très dur d'accepter, je veux dire, cet handicap. Ça a été vraiment trop dur. J'ai vécu 9 opérations qui ont été très, très, très dures pour moi.
Et en fait, quand j'ai parlé de mon beau-père la fois dernière, c'est parce que en fait, il a toujours été là pour moi. Je veux dire, quand j'étais à l'hôpital, il était là pour me sécuriser, il était là pour... voilà, c'est des tas de choses comme ça. Oui, moi, vous aviez perdu tout. Vous disiez le sentiment que la terre s'ouvrait sous vous, oui. quoi, hein, comme si vous-même vous étiez, vous étiez complètement anéanti par ce décès. Vous perdiez toute votre sécurité. Écoutez, moi, je viens de Lyon et j'ai l'impression que Lyon, ça ressemble à plus rien. J'ai l'impression que Lyon, pour moi, quand j'y vais, c'est vide. Et vous avez pu obtenir un rendez-vous au CMP alors? Parce que je vous avais conseillé d'aller au centre médico-psychologique. Donc assez rapidement, finalement. Oui, bien sûr. Oui, j'ai de la chance d'être dans une petite ville et que même malgré tout, quand même, j'ai pu avoir un rendez-vous. Et ça m'a beaucoup soulagée, vraiment, parce que franchement, j'avais de la colère. Mais ça s'entend parce que c'est plus du tout. On n'entend plus ce soir-là. Enfin, vous étiez. Vous étiez dans un autre rapport au temps même. Hein. Vous parliez de vous, enfant. J'avais du mal à comprendre qui était votre beau-père, vous voyez. Non, mais je vous comprends. Non, c'est parce que j'avais toute la haine du monde et c'est vrai que j'ai eu du mal à me faire comprendre. Je comprends. Mais c'est parce qu'en même temps, je veux dire, moi, quand je parle de mon beau-père, c'est mon père avant tout. Hein. De toute façon, c'est mon père. Voilà, et j'ai pas fait la chose en fait quand j'ai commencé à parler de lui. J'ai pas dit oui c'est mon père, mais oui c'est clair que ça restera mon père, c'est clair. Oui. C'est clair. Mais en tous les cas, dans toutes les choses, en tout cas ce que je voulais vous dire, Caroline, j'ai rencontré quelqu'un de 85 ans qui a été tellement charmant. Il m'a remonté le moral. Il s'appelle Jacques et j'espère qu'il écoute. Et vraiment, il a été trop gentil. Il a appelé en fait votre radio. Oui. Et puis depuis, on se passe de petits coups de fil. Trop gentil. Et franchement, c'est un homme adorable. Vous êtes resté en contact avec Jacques comme ça, hors antenne. Il vous appelle trop régulièrement. Gentil. Il a été ému par votre appel. Trop gentil avec moi. Ouais. Et franchement, c'est quelque chose qui me... Et voilà, je me dis, toi-même, Sarah, t'as 50 ans, attends, c'est pas la mort à la porte. Hein. Alors, toi-même, voilà, cet homme-là, il a 85 ans et il respire la vie, mon Dieu, il respire la vie à plein poumons. Alors, s'il te plaît, laisse tes cauchemars de côté et puis ça sera très bien comme ça. Et franchement, ça me fait trop plaisir. Et en plus, vous savez, il y a quelque chose, mais moi, j'aimerais, vous savez, parce que bon, maintenant, j'y vois plus. Et en plus, il a une passion. En fait, il fait du dessin sur de la céramique. Et ça doit être magnifique, quoi. Ça doit être magnifique. Écoutez, en tout cas, moi je suis ravie de vous avoir, de savoir que vous allez mieux comme ça, parce que ça fait du bien. Je vous remercie d'avoir cette attention délicate de nous rappeler pour nous donner de meilleures nouvelles de vous. Vous allez revoir la psychologue, le psychologue du CMP? Oui, bien sûr, je vais la revoir dans 10 jours là. Dans 10 jours. Oui. D'accord. Oui. Bon. En plus, ce que je lui ai dit quelque chose d'important qui était important pour moi parce que je lui ai dit qu'en ce moment j'étais trop fragile et j'avais peur des soirs, j'avais peur de certains soirs de prendre n'importe quel médicament et j'avais un petit peu peur de me foutre en l'air et je dois m'accrocher à ça. Voilà. Je dois m'accrocher à ça. Voilà. Oui, mais le soir où vous aviez appelé, vous n'étiez vraiment pas bien. Hein. Je me souviens, vous étiez perdu, vous ne saviez plus vers qui vous tourner. Donc je suis, c'est vrai, soulagée de voir que vous avez pu comme ça trouver des soutiens, un soutien comme ça très chaleureux, bienveillant auprès de Jacques, cet auditeur comme ça qui vous apporte beaucoup de, qui prend
prend soin de vous à distance et puis surtout un accueil au CMP avec cette spécialiste qui va pouvoir vous aider à évacuer votre colère. Merci beaucoup, Caroline. Merci Sarah d'avoir appelé. Merci. Au revoir. Merci. Par contre, c'est comme j'ai dit à Quentin, merci par rapport à tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Vous savez pas à quel point vous pouvez nous tendre la main dans la nuit. Comme ça, on peut se sentir perdu. Et vraiment, vous êtes notre lumière. Merci beaucoup. Ah ben écoutez, il y a quelqu'un qui dit « Quelle fraîcheur vous avez, j'ai adoré la manière que vous avez eue de nous dire bonsoir à tous, comme si vous attendiez une réponse de notre part en direct. Quelle lumière dans votre voix. Je ne vous imagine pas avec un iota de haine. » On peut avoir les deux, c'est-à-dire que vous pouvez comme ça être pleine de rayonnante et de chaleur. Oui. Et puis en même temps, vous avez le droit de ressentir et d'éprouver aussi de la haine par rapport à ce qui s'est passé dans la relation avec votre mère. Bon. Merci beaucoup. Pouvez... En tout cas, je vous aime très très fort, Caroline. Merci. Merci, Sarah. Merci pour tout. Au revoir. Vous êtes vraiment notre lumière dans la nuit. Merci, au revoir. N'oubliez pas votre lanterne. Je n'oublie pas, je viens avec, c'est promis. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21, 34 centimes la minute. Il y a Flo qui me dit « Ça me fait plaisir d'entendre Sarah. On entend maintenant une voix pleine d'énergie et ça fait du bien. » Et voilà, vos messages sont revenus. Merci à Vivian. On va accueillir Karina. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Moi, je vais vous dire, vous êtes le soleil de la nuit. Écoutez, non, là ça fait trop, parce que là, à force... Non, là, je ne veux pas être trop... Je brûle trop là. Mais franchement, je vous assure que si vous n'étiez pas là... J'ai même pas besoin de... Je fais pas du V, moi, là, avec vous, là. Mais c'est vrai, si vous n'étiez pas là, je vous assure que nos nuits seraient bien tristes. Parce que lorsque quelquefois on a des situations comme celle que je vis actuellement, et je vous assure, je ne l'ai pas choisie. Alors que vous arrive-t-il ? Pardon ? Que vous arrive-t-il ? Eh bien, écoutez, depuis des années, moi je suis locataire dans un immeuble dans le sud, un petit immeuble de 4 étages, et il y a une personne âgée en dessous de chez moi. Moi, je suis au 3e, elle est au 2e. Et toutes les nuits, elle fait claquer les portes, mais volontairement, pour faire des méchancetés, pour ennuyer les gens. Et je ne suis pas la seule, évidemment, mais actuellement, je suis son bouc émissaire. Moi et sa voisine de palier, ainsi que sa voisine du dessous. Elle fait des choses mais impensables. Une personne de 86 ans. Elle a 86 ans ? 86 ans. Elle détériore les boîtes aux lettres. Elle tague pas les boîtes aux lettres quand même. Comment ? Elle ne tague pas les boîtes aux lettres. Écoutez, je ne sais pas si on peut dire c'est des tags, mais je ne sais pas avec quoi elle s'y prend, mais avec un objet pointu, elle a pourri toutes les boîtes aux lettres, elles sont toutes rayées. Moi, je suis partie 15 jours à la montagne, j'aime beaucoup le ski. Je suis rentrée, et bien j'ai voulu récupérer mon courrier, la serrure était obstruée. J'ai téléphoné à mon fils qui, au bout de 3 jours, a pu se libérer et a dû changer la serrure et puis aménager la boîte de façon à ce que si ça recommence, qu'on puisse quand même l'ouvrir. Mais écoutez, je vais essayer de vous raconter tout ce qu'elle fait parce que c'est hallucinant. Déjà, il y a des travaux dans notre immeuble. Hein. Elle a volé de la colle et elle a mis de la colle dans les escaliers, dans tous les escaliers. Il y a, mais je vous assure, oui, c'est Tati Daniel là, vous me parlez là, c'est incroyable. Pardon ? C'est Tati Daniel que vous avez dans votre immeuble. C'est pire. Elle s'appelle Jeanne, c'est Calamity Jane. Ah oui, c'est drôle, oui.
mais c'est véridique. Et puis alors, si je vous disais, écoutez, si je vous disais son nom, mais je ne sais même pas vous le dire. Ah non, mais non, vous ne pouvez pas le dire. Non, mais je vous le dirai surtout pas. Non. Non, mais je vous le dirai pas. Elle a un nom qui est drôle, qui va... Oui. Ah, mais je vous le dirai hors antenne, je le dirai à Quentin, mais je vous jure, c'est incroyable. Elle est prédisposée pour faire le mal, cette femme. C'est incroyable. L'année dernière, lorsque Savadi de Palier est partie en congé, elle a tartiné. Elle a tartiné son paillasson escrime. Ah oui, c'est incroyable. Mais je Ah ben écoutez, elle a de quoi s'occuper, ouais, c'est bien. Je rigole, mais je vous assure que ça pue dans l'immeuble. C'est incroyable, oui. Je rigole maintenant. Oui, maintenant, mais j'ai appelé la police. Je rigole, c'est drôle. Mais écoutez, non mais... Oui, c'est drôle, oui, enfin, c'est... Affolant. Oui. Enfin, pour en revenir au sujet, si vous voulez, au négatif, c'est que j'ai écrit au maire de ma commune. Oui. Au maire, je suis couchée, je suis tellement crevée, excusez-moi. Pour ça, j'ai une voix un petit peu pâteuse. Mais j'ai écrit au maire de ma commune qui m'a répondu que c'était une affaire d'ordre privé. Alors que c'est pas du tout d'ordre privé. C'est moi je considère qu'il y va de la sécurité des gens. Mais c'est pas le syndic plutôt. C'est-à-dire qu'on peut se demander plus sérieusement, cette dame, je sais pas, elle a toujours été comme ça. Depuis combien de temps vous vivez dans l'immeuble? Il paraît que moi, il y a une dizaine d'années que j'habite dans cet immeuble. Il paraît qu'elle a toujours été odieuse, méchante. D'ailleurs, elle a 3 enfants et 3 beaux enfants. Parce qu'il faut quand même que je vous dise aussi qu'elle est veuve 3 fois. Et elle est divorcée et veuve 3 fois. Elle les a tous tués? Il y a quand même des questions à se poser là. Et non, mais parce que on peut au départ, vous voyez, quand vous m'avez dit la nuit, d'ailleurs, faut se méfier, elle nous écoute peut-être. Hein. Donc moi, j'ai pas envie après qu'elle vienne m'attendre à la sortie d'Europe 1, hein, parce que vu comment vous me la décrivez, elle est capable de tout, cette dame. Donc non, mais elle peut déambuler. Vous voyez, elle est peut-être, étant donné, je sais pas son âge, elle a peut-être des problèmes d'ordre psychique un peu. Bon, alors après, même là, le coup, bon, ça peut paraître évidemment, c'est rigolo comme ça, mais c'est pas notre non plus d'aller tartiner le paillasson avec des excréments. Enfin, il y a quand même derrière une problématique particulière, mais qui au-delà de... Peut-être qu'avec l'âge, est-ce qu'il n'y a pas un peu des troubles de la dégénérescence, des problèmes comme ça? Voilà, c'est ce que... On peut se poser la question quand même. Écoutez, j'ai alerté... C'est pour ça que je vous demandais si ça avait toujours été comme ça. D'après ce que me dit sa voisine de palier, qui la connaît depuis une 40aine d'années, parce qu'elle est assez âgée aussi. Heureusement, elle n'est pas comme elle. Mon Dieu, elle est normale. Elle a un comportement au contraire. C'est une personne extrêmement douce et gentille, qui est navrée, la pauvre, elle est bouleversée par tout ce qui se passe. Mais elle n'est pas française. Elle a du mal à s'exprimer. Et ce qui fait que elle n'ose pas. Moi, j'ai déposé, je ne sais pas combien de plaintes, mais elle n'ose pas. Elle s'exprime pas très très bien, et je pense que c'est ce problème-là qui fait que elle n'ose pas trop se plaindre. Elle a peur, oui, parce qu'elle. Elle a peur. Oui, je crois qu'elle a peur. Oui. Mais parce que il y a un problème. Enfin. C'est quand même, c'est pas un comportement normal.
Écoutez, on va dire, il y a quand même dans son comportement quelque chose de problématique. Vous voyez, c'est d'aller rayer les serrures, d'aller bon. Il y a quelque chose. Alors, elle a peut-être eu toujours dans sa personnalité comme ça une personnalité assez particulière, assez. Je reçois un message du subversif qui dit les tendances un peu paranoïaques s'accentuent parfois avec l'âge. On le voit jusqu'à des délires de persécution qui en viennent à s'en prendre à l'entourage. Mais moi, je vous garantis que je suis persécutée parce que j'ai quand même une fille handicapée qui travaille en CAT, qui est à une centaine de kilomètres d'ici. Je la prends régulièrement. Lorsqu'elle est là, elle ne peut dormir, elle ne peut pas dormir. J'ai été la voir, cette personne, je lui ai expliqué, Chantal est handicapée, elle vit en collectivité, mais gentiment, parce que la pauvre, bon, ça me fait de la peine, mais il arrive un moment où, moi, j'ai des envies de meurtre. Mais je comprends si vous ne dormez pas, mais ça serait, malheureusement, là, on arrive à la fin de l'émission, il faut qu'on conclue, mais je trouve que déjà, ça serait à votre syndic d'agir. C'est le syndic de l'immeuble de prendre au sérieux. Il n'y a pas de syndic. Je me suis adressée. Il n'y a pas de syndic. Je me suis adressée au directeur au bailleur. Écoutez, il m'a écouté. J'étais en larmes le matin. J'ai été plusieurs fois les voir. Quelquefois, je suis hors de moi. Quelquefois, j'essaie d'être calme, de le prendre sur moi. Mais tout ce qu'il sait me dire, c'est m'écouter. Et d'un air laconique, me dire courage, courage. Et moi, voilà, je me farciste cette personne-là. Et voilà, je suis là, je suis à garde quand je me lève le matin. Ouais, alors ça, c'est un vrai problème parce que non, mais là, il y a vraiment une personnalité problématique. Avec semble-t-il des traits mais le problème il faut qu'on se quitte là, c'est vrai on aura peut-être des gens qui auront des conseils demain 39-21 pour donner des conseils un peu à Karina, savoir comment réagir. Bon, soyez à l'écoute demain. Si on a des courriers par mail et tout, on vous transmettra, Karina, parce que je comprends que ça soit vraiment un vrai problème. Là, j'ai pas à l'esprit, mais on vous transmettra. Bon courage à vous et restez à l'écoute. Je vous embrasse. Au revoir, Karina. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves.